Bonsoir à toutes et à tous. C'est un très très grand plaisir pour moi de vous accueillir dans cette conférence virtuelle organisée par la Fondation René Cassin dans le cadre de la 36e édition du concours européen des droits de l'homme René Cassin. Alors c'est une manifestation assez exceptionnelle. Elle est exceptionnelle dans un premier temps compte tenu de son format. C'est vrai que la Fondation René Cassin organise un certain nombre d'activités, mais c'est vrai qu'elle se déroule principalement en présentiel. Donc là, le contexte sanitaire nous oblige malheureusement à passer par la voie détournée de la visioconférence, même si beaucoup en ont un peu assez de ce système de visioconférence, il nous a quand même paru important de pouvoir l'utiliser pour cette conférence. Et cette conférence est aussi exceptionnelle parce que c'est la première fois dans le cadre du concours que nous décidons d'organiser une manifestation publique en lien avec le sujet que nous traitons. Ce sujet, il est né un jour d'une lecture. J'avais lu dans un journal un entrefilet faisant état de cette affaire parce que c'était présenté comme étant une affaire d'enfants qui avaient été enlevés à leur famille sur décision d'un député de l'époque dans le cadre d'un programme national qui avait vocation à repeupler les campagnes et à renforcer le tissu économique et social des territoires outre-mer. L'argumentaire m'avait semblé un peu léger. Il m'avait semblé un peu léger parce que lorsque l'on travaille un peu sur le droit international des droits de l'homme, sur le droit des libertés, il y avait quand même une idée essentielle qui pour moi faisait défaut, et je dirais même plus un principe essentiel, c'était celui de l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est-à-dire la question que ces personnes se sont posées au moment où ils ont pris ces décisions et qui négligeaient complètement ce que devenaient ces enfants, ce que pouvaient ressentir ces enfants et les familles qui s'en voyaient détachées pendant, je dirais, une durée complètement indéfinie à ce moment-là. Et il y a donc eu cette réflexion en moi. Alors j'ai placé ce petit article dans un tiroir en attendant de savoir ce que je pourrais un jour en faire. Et lorsque j'ai réfléchi au cas de cette année, il m'est apparu important de ressortir cet article. Il m'est apparu important de le ressortir parce que, au-delà de la situation terrible vécue par ces milliers d'enfants, eh bien, il y a quand même un certain nombre de problèmes juridiques qui se posent, et je pense que les personnes ici présentes qui sont, pour certaines des enfants déracinés, ont pu se heurter à ces problèmes juridiques. Et j'ai voulu proposer aux étudiants qui s'inscrivent chaque année au concours européen des droits de l'homme, eh bien, de réfléchir sur ces problèmes juridiques avec évidemment ce fond important que j'évoquais tout à l'heure, à savoir ces déracinements et les impacts que cela pouvait avoir sur les enfants et sur les familles. Et donc ce cas est né, alors il s'est beaucoup inspiré des enfants de la Creuse, mais lorsque j'ai rédigé celui-ci, je me suis quand même documenté, j'ai constaté en réalité que le cas français était un cas parmi d'autres. Il y a d'autres pays qui ont ce genre de pratique, la Suisse, la Belgique, le Royaume-Uni, bref, la France n'était pas isolée. Et dans le cadre plus large, extra-européen, il y avait encore d'autres pays qui avaient eu des pratiques identiques. Et je trouvais donc que c'était intéressant à la fois par rapport à la thématique et par rapport à la situation française et par rapport à la situation que j'évoquais au regard de ces différents pays, mais plus largement parce que je trouve que la question, les questions soulevées par cette situation des enfants de la Creuse pose clairement plusieurs questions fondamentales en droit de l'homme. La première, pour moi, c'est le droit à la vérité. Le droit à la vérité parce qu'on l'a caché et on continue à cacher cette vérité à ces enfants qui sont victimes. Et je pense que c'est une question qui doit être clairement posée. Ensuite, c'est le droit à la mémoire. Parce qu'évidemment, ces enfants, et c'est ce qui m'a frappé, parce que comme je vous l'ai dit, c'était un entrefilet. Alors après, il y a eu beaucoup de littérature, il y a eu beaucoup de reportages, de documentaires qui ont été réalisés sur ce sujet, mais la mémoire n'est pas là. En tout cas, comme beaucoup de faits de l'histoire, un certain nombre d'États tentent de ne pas s'en souvenir ou essaient de cacher ceci afin de ne pas avoir à répondre éventuellement à leurs responsabilités. Donc, il y a donc cet impératif de mémoire qui n'est pas là. Et enfin, je dirais que plus largement, et c'est ce que j'ai dit aux étudiants lorsque j'ai ouvert ce concours, il y a une question plus fondamentale, c'est la dignité tout simplement de cette personne. C'est-à-dire qu'on a considéré que c'était des variables d'ajustement et que ces variables d'ajustement étaient presque déshumanisées.
Et donc, par là, il m'a semblé donc très important que les étudiants de cette année puissent travailler sur ce cas. Et je dois dire, pour avoir déjà participé aux matchs qui se sont déroulés hier et aujourd'hui, je peux dire aux personnes qui sont présentes ce soir que les étudiants rendent un très 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 bel hommage à ces enfants de la Creuse. Ils rendent un très très bel hommage parce que, bien sûr, il y a des questions techniques qui se posent, mais derrière ça, on sent quand même, que ce soit du côté des requérants, donc celui des victimes, ou celui de l'État, eh bien une prise de conscience qui est quand même assez époustouflante et qui amène à réfléchir justement sur les suites qui pourraient être données, parce que le cas du concours Cassin amène ça aussi, à réfléchir sur ce qu'on pourrait faire. Est-ce que des recours pourraient être une nouvelle fois envisagés? Et au regard des arguments que j'entends, je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites entre hier et aujourd'hui, et qui seront encore dites demain, et qui confirment qu'il y a encore peut-être des voies à ouvrir, notamment devant la Cour européenne des droits de l'homme, dans la mesure où c'est devant cette juridiction que le cas a vocation à se déployer. Donc il y a ces points-là. Et ce soir, pour marquer, je dirais, ce sujet et pour travailler un petit peu différemment, eh bien, nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Valérie Andanson, qui est porte-parole de la Fédération des enfants déracinés des déplacements et régions d'outre-mer, et qui est elle-même une de ces victimes. Ce n'est pas Arturo Louru ou Benoît Cézeux, ces deux personnages fictifs que nous avons inventés. Là, nous avons un visage face à nous qui matérialise de façon très claire l'histoire de ces enfants qui, entre 1962 et 1984, ont été déportés, déracinés. Alors, il y a eu beaucoup de vocables administratifs qui ont été utilisés pour qualifier cette situation, mais je crois qu'on peut réellement parler de déportation. Et je vais, sans plus attendre, tout en la remerciant encore une fois, laisser la parole à Valérie Andanson. Merci à vous. Je vous remercie. Je remercie surtout l'Institut international des droits de l'homme, la Fondation René Cassin, M. Sébastien Touzé, de me permettre d'intervenir pour ce grand événement. Donc là, je suis en tant que témoin, puisque j'ai été exilée dans la Creuse à l'âge de 3 ans. Et bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire de ce déracinement, de cette déportation, de cette transplantation, car il y a eu un rapport qui a été déposé, là, c'est en 2018, auprès de la ministre des Outre-mer, un rapport de 700 pages, c'est vrai, mais il faut savoir que bientôt, il va y avoir un livre qui va sortir, qui s'appelle « Idées reçues sur la transplantation des mineurs de la Réunion en France », et qui sera quand même sur 100 pages. Donc, ça va être quelque chose de beaucoup plus condensé. Voilà. Je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais c'est important que j'intervienne, je pense, pour vous parler déjà de ce que nous avons pu obtenir et surtout nos objectifs. Alors, je dirais que dans les avancées significatives, nous avons, dans le devoir de mémoire, bientôt il y aura une commémoration à Orly, une pose d'une plaque. Pourquoi Orly? Tout simplement parce que c'est par Orly que nous avons, comment dire, je dirais, c'est pas facile pour moi, hein. Nous avons transité par Orly. Donc déjà, c'est un point. Et cette commémoration a été quand même annoncée à La Réunion au mois de décembre, lorsque nous avons fait notre conférence sur l'île de La Réunion. Et cette commémoration a été annoncée par monsieur le préfet de La Réunion. Donc c'est quelque chose qui va vraiment se faire. Et ça, nous en sommes vraiment ravis. Et là, en ce moment, je suis dans la Creuse parce que hier, j'ai été reçue par l'organisme L'Habitat des Jeunes pour mettre en place un lieu de ressources à Guéret, dans la Creuse. Et c'est quelque chose de très symbolique pour nous, que ce lieu de ressources soit installé dans la Creuse. C'est l'une des préconisations des experts de la Commission nationale, et c'est vraiment dans le but de, déjà, que ça soit notre maison, notre lieu de ressources, un lieu vivant,
où l'on pourra trouver des archives, où il y aura des contacts avec les élèves. Une maison, notre maison, un lieu de ressources. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, va être acquis. Dans les avancées aussi significatives, on a eu ce fameux voyage à La Réunion au mois de décembre qui je dirais, a été une réussite. C'est vraiment dans le but de dire, voilà, nous sommes déplacés, on était à peu près 45 ex-mineurs, 70 personnes, mais dans le but de nous réconcilier avec notre histoire, de nous réconcilier avec la Réunion, de réhabiliter nos familles. Il faut vraiment que maintenant, ce que nous, on a vécu, on puisse servir à la génération actuelle et future pour améliorer le droit de l'enfant. Donc, on travaille, c'est un combat, je dirais, c'est un combat de tous les jours, vraiment. Un combat qui dure depuis déjà pratiquement 2002. 2002, Jean-Jacques Martial qui porte plainte contre l'État français pour 1 milliard d'euros, pour déportation, viol, vol d'enfants. Enfin, c'est lui qui a, je dirais, mis un coup de pied dans la fourmilière. Et après, par la suite, il a fallu quand même continuer ce combat tous les jours. On sait qu'en 2014, l'État français a reconnu sa faute morale. C'est Erika Barretch, donc, qui était députée de La Réunion, qui a porté une résolution à l'Assemblée nationale. L'État français reconnaît enfin une faute morale. Mais on s'est dit, là, que cette résolution, c'était un papier, qu'il ne fallait pas que ce papier reste dans un tiroir. Donc, nous avons décidé d'aller encore plus loin. Et nous avons ouvert une seconde porte. C'est en 2016, Georges Paul-Langevin a mis en place une commission nationale donc d'experts, sociologues, historiens, qui ont étudié, qui ont fait une étude, je dirais, sociologique, beaucoup de chiffres, c'est certain, donc pendant 2 ans. En 2018, les experts rendent leur rapport final, mais je dirais que ce rapport qui est extrêmement bien fait, hein, vraiment, on ne peut que remercier les experts pour leur travail minutieux. Ce qu'il manque, c'est ce côté humain. Il manquait quand même le côté psychologique. Donc, dans toutes les perspectives que l'on veut, la priorité, là, aujourd'hui, c'est de mettre en place une commission définitive qui sera une suite de la commission temporaire vitale. Et cette commission définitive est très importante parce qu'elle va englober la partie juridique et psychologique. C'est vrai qu'on insiste beaucoup sur la partie psychologique parce que ce qui s'est passé au mois de décembre avec ces ex-mineurs, enfin, nous sommes allés sur notre île natale, certains pour la première fois depuis leur exil, et je peux vous dire que c'est des fois 50, 60 ans après, je peux vous assurer il manque un encadrement. C'est-à-dire que nous sommes arrivés sur l'île, je vous dis la plupart pour la première fois, et il y a eu je dirais, de belles rencontres, mais il y a eu aussi des échecs. Donc, ça, c'est quelque chose d'important à savoir que quand on retourne sur notre île, il faut vraiment préparer ce côté et être encadré sur le plan psychologique. Je dirais pour la partie juridique, il faut vraiment qu'on se penche sur l'état civil. Et il faut savoir quand même que lorsque nous avons été arrachés à nos familles, déplacés comme des objets, nous avons été considérés les sous-X alors que nos parents étaient encore en vie, la plupart. Donc, nos états civils ont été changés. Bon, paraît-il qu'à ce moment-là, c'était une façon de faire et c'était à peu près, on dirait, légal. Mais non. Donc, aujourd'hui, il faut absolument qu'on puisse régler ces problèmes d'état civil. Et c'est vrai que, par exemple, dans mon cas, j'ai une fausse identité. Je me retrouve avec
3 actes de naissance. Je suis née civilement dans la Creuse, alors qu'en réalité, je suis née à La Réunion. Moi, c'est vraiment le summum. Mais dans les cas des ex-mineurs, il y en a beaucoup qui sont nés à Sainte-Marie, alors qu'ils sont nés à Saint-Pierre, Saint-Paul. De quel droit on a pu faire ce genre de faux? Je dirais que c'est vraiment de la falsification d'état civil. Donc ça, pour nous, c'est important. Et aussi, ce qu'on souhaite, c'est l'accès aux origines. Par exemple, le quid des archives qui ont brûlé. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce aussi à la Commission nationale, on a quand même accès à nos dossiers, la totalité, parce qu'avant, on n'avait que des brides de nos dossiers, et je pense que pour ce devoir de vérité, nous devons avoir accès à nos dossiers dans sa totalité, et que ceux qui n'arrivent pas à voir leur dossier aujourd'hui, qu'on fasse quelque chose. Je dirais aussi l'histoire de l'héritage à La Réunion. C'est vrai que la plupart des enfants qui n'ont pas été adoptés se voient aujourd'hui complètement déshérités. Voilà, et je ne sais pas si est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend, mais il y a quelqu'un d'autre qui parle. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui parle. Ok, donc... je ne sais pas qui c'est. Ok, alors je continue. Ce qu'on voudrait aussi, c'est la question de la responsabilité de l'État. La nature de la faute. C'est vrai qu'après avoir établi les faits, il est nécessaire de répondre, je dis bien de répondre à ces questions avant d'aborder la phase des réparations. Il est nécessaire d'instruire maintenant. Il y a aussi, les experts de la Commission nationale ont déposé une liste des victimes qui se trouve maintenant aux archives nationales. Et ce qu'on veut, là, c'est vrai qu'il faut qu'on puisse maintenant avoir accès aux informations de cette liste. Et aujourd'hui, on ne sait pas trop comment il faut faire pour savoir si oui ou non on fait partie de cette liste des 2015 enfants. Qu'est-ce que je dirais? C'est vrai que ce que l'on souhaite, c'est que le combat que l'on mène depuis des années, puisse servir à la génération actuelle et future, car il y a encore aujourd'hui des placements abusifs, des adoptions compliquées, et les traumatismes sont là, que ce soit pour nous qui avons vécu ce transfert, que ce soit pour les enfants aujourd'hui qui vivent des situations compliquées. Il faut que cette commission définitive qui doit être mise en place, c'est essentiel, puisse travailler pour aussi améliorer ce droit de l'enfant. Que dire de plus? Voilà, je pense que j'ai déjà dit l'essentiel, en parlant donc du devoir de vérité, du devoir de mémoire, sachant qu'il y aura aussi un lieu de mémoire à La Réunion. Erika Barretch, qui est maire de Saint-Denis, s'est engagée à porter ce projet, et ça sera vraiment une passerelle entre Guéret, le lieu de ressources de Guéret, et le lieu de mémoire de La Réunion. Voilà, dans ce devoir de vérité et devoir de mémoire, je pense que j'ai tout dit, mais et j'ai oublié, excusez-moi, un point très très important, c'est les excuses publiques du gouvernement. C'est quelque chose qui pour nous est essentiel. Ça va vraiment nous porter plus haut, sachant que nous avons, c'est vrai, la résolution en 2014, mais il faut savoir aussi que le président Emmanuel Macron a envoyé une lettre à la fédération, mais je dirais que c'est plus des excuses privées. Donc, ce qu'il dit dans cette lettre, c'est quand même quelque chose d'assez important. Je vais lire. Il apparaît
à présent, avec les lumières du recul de l'histoire, que cette politique était une faute, car elle a aggravé dans bien des cas la détresse des enfants qu'elle souhaitait aider. Maintenant, sachant que nous avons eu ces excuses privées, il est important que nous ayons des excuses publiques du gouvernement. Voilà, donc maintenant, si vous voulez, si je peux répondre à vos questions, j'espère que j'étais assez claire. Mais pour nous, le plus important, c'est le devoir de mémoire et le devoir de vérité. Ce dispositif psychologique, cette commission définitive qui doit être mise en place. Nous avons une avocate, maître Elisabeth Rabessandratana, qui est avocate au barreau de La Rochelle, qui travaille avec nous. Nous souhaitons que dans cette commission nationale, Laurent Sermet, qui est juriste de la justice transitionnelle, puisse aussi intégrer cette commission. Nous avons une équipe importante, une équipe, que ce soit aussi Marion Feldman, qui est professeure en psychopathologie psychanalytique, elle est aussi psychologue clinicienne. Nous avons de grands atouts. Maintenant, il y a un travail à faire. Et c'est grâce à cette commission que nous allons aussi pouvoir avancer et essayer de trouver enfin le chemin de la résilience, essayer de nous construire, de nous reconstruire. Vous savez, moi je dirais aujourd'hui, j'ai réussi, c'est vrai, j'ai réussi, mais à quel prix? Que l'on ait réussi ou pas, nous avons tous un traumatisme. Il faut quand même comprendre que c'est quand même une affaire d'État. L'État, pour nous, l'État français nous a volé notre enfance. Il faut maintenant qu'il nous rende notre dignité. Et c'est grâce à des actions comme celle-ci, c'est grâce à nos témoignages, c'est grâce à tous nos soutiens, que ce soit Philippe Vital et ses experts de la commission, Marion Feldman, Laurent Sermet, notre avocate, tous ces soutiens, grâce à vous aussi, nous pouvons faire en sorte que cette histoire sorte de l'ombre encore et encore, qu'elle soit connue sur le plan national, international, pour que plus jamais ça, que ce que l'on a vécu vraiment puisse servir là aujourd'hui et demain pour ce droit de l'enfant. Maintenant, sur le plan juridique, c'est vrai qu'il y a des choses à faire. Il faut savoir qu'il y a eu des actions, il y a eu des plaintes. Nous sommes allés même jusque sur le plan européen et nous avons été déboutés pour prescription quadriennale. Il aurait fallu que l'on porte plainte avant nos 25 ans. Donc je pense qu'il y a des actions à faire, même sur le plan juridique, et il va falloir travailler ce côté-là avec l'équipe que nous avons, et pourquoi pas, on attend aussi peut-être comment vous allez peut-être pouvoir nous apporter des solutions. Merci beaucoup, madame. C'était passionnant, et puis vous avez quand même révélé ce que je disais tout à l'heure, cet aspect humain qui fait vraiment défaut, que ce soit dans la pratique qui a été suivie, que dans les mesures qui sont actuellement prises, et dans ce rapport que j'avais pu consulter également. C'est vrai que le côté humain n'est pas présent, c'est-à-dire que la réparation est envisagée de façon très, très mécanique, mais qu'en est-il effectivement du droit des victimes? Moi, j'ai une première question à vous poser, après je laisserai la parole évidemment à l'ensemble des personnes qui sont ici présentes. Vous avez dit tout à l'heure, et c'est ce que j'avais pu constater également, que tout a commencé en 2002. Enfin, du côté des revendications qui sont présentées et des actions qui ont été entreprises. Pourquoi 2002? Qu'est-ce qui s'est passé en 2002? Est-ce qu'il n'y avait rien eu avant, ou est-ce qu'il y avait déjà des actions qui étaient complètement isolées, mais où c'est à partir de 2002 que ça a commencé à s'organiser? Je dirais qu'on parlait de l'histoire à La Réunion. Il y a eu quand même des témoignages sur des journaux importants. Il y a eu aussi des voix qui se sont élevées en disant attention, ça ne fonctionne pas. Mais c'est vraiment en 2002 où Jean-Jacques Martial a porté plainte contre l'État, ce qui a permis je vous dis, de mettre un coup de pied dans la fourmilière.
Mais on en parlait quand même avant. Hein. Il y a eu aussi un rapport de l'IGAS aussi en 2002, je crois. Donc c'est quand même une histoire qui date. Hein. Ça a commencé en 1962, avant Michel Debré, parce que Michel Debré est arrivé au pouvoir en 1963. Mais je dirais que Michel Debré a appuyé le dispositif. Prélever le maximum d'enfants de la Réunion pour les déplacer, les déporter, les transplanter dans les départements ruraux de la métropole, sachant pourquoi la Creuse, on parle des enfants dits de la Creuse, mais ça ne concerne pas que la Creuse. Il y a en tout 83 départements, si j'ai de bonne mémoire. Mais c'est vrai que c'est l'un des départements où il y a eu le plus d'enfants et l'un des contingents qui est parti vers ce département. Mais il y a quand même 84 départements. Mais c'est vraiment en 2002 où ça a commencé, mais où il y a eu des actions des actions juridiques. Et il y en a eu plusieurs plaintes. Hein. Il n'y a pas que Jean-Jacques Martial. Après, il y en a eu d'autres. Hein. Et c'est surtout au niveau européen où nous avons été déboutés. Merci. Parmi les équipes qui participent au concours, il y a évidemment l'Université de La Réunion qui est représentée. Et hier soir, dans un moment de convivialité que nous organisons en marge du concours, nous avons pu nous entretenir avec eux et se retrouvent dans une situation paradoxale. Je pourrais peut-être les laisser vous en parler. Vous savez, dans le concours, il y a des requérants, comme je l'ai dit, il y a des défendeurs. Il y a les requérants qui représentent les victimes et les défendeurs qui représentent l'État. Et le fait du hasard, parce que c'est un tirage au sort qui est réalisé, a désigné les Réunionnais qui participent au concours représentants de l'État. C'est-à-dire qu'ils sont amenés à justifier la pratique qui a été suivie et à argumenter contre les requérants. Alors ils nous ont dit, et c'était assez touchant de les entendre nous en parler, que c'est vrai que quand ils ont appris leur statut, c'est-à-dire défendeurs de l'État, ils ont été un petit peu désabusés et un peu déçus parce que c'est vrai qu'il fallait peut-être pour eux renier un peu l'histoire qui était la leur et renier surtout ce passé de la Réunion. Et puis finalement, ils ont été amenés quand même à travailler et à raisonner un petit peu différemment. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que j'utilisais tout à l'heure ce point de départ de 2002 parce que dans toutes ces histoires de crimes de l'histoire, ce que j'appelle les crimes du passé, il y a quand même aussi souvent, on passe sous silence des deux côtés. C'est-à-dire qu'on passe sous silence côté français, mais on passe aussi sous silence côté réunionnais. Et je voulais savoir si justement, à travers ça, cette année 2002, ou du moins ce passage-là, traduisait également une prise de conscience de la Réunion, qu'il y avait une revendication, ou qu'il y avait aussi peut-être une part de responsabilité. Comment ça s'est passé exactement ? Moi, je ne pense pas à la Réunion en 2002 qu'il y ait vraiment une prise de conscience. C'est que récemment, hein, vous savez, ça fait des années qu'on essaie d'aller vers les Réunionnais et leur dire voilà ce qui s'est passé, on n'est pas là pour trouver un coupable, mais je trouve qu'à La Réunion, il y a beaucoup de culpabilité et de déni. Et c'est vrai que cette histoire est un sujet tabou. C'est un sujet tabou et c'est dommage parce que nous avons besoin de nos familles réunionnaises, nous avons besoin des Réunionnais, c'est une histoire de La Réunion. Hein. Et donc, voilà, je pense que ce n'est pas vraiment en 2002 où les Réunionnais ont pris conscience qu'il y avait ce problème-là. Hein. Pour répondre à ta question, Sébastien, si je peux me permettre. Vas-y, Laurent, je t'en prie. Pourquoi un tabou ? Eh bien, si tu veux, moi, je peux en témoigner parce que je l'ai vu, mais là, je dis des choses que Valérie pourrait dire mieux que moi. Eh bien, si tu veux, les enfants reviennent dans des familles qui, les ont laissés partir. Une partie est restée à La Réunion et n'a pas été disloquée, l'autre l'a été, et tout d'un coup, 20 ans, 30 ans, 35 ans plus tard, revient un enfant de la fratrie. Et c'est ça le tabou, la réconciliation, elle ne se décrète pas. Elle est très difficile à opérer. Et lorsque nous sommes allés à La Réunion en décembre, comme Valérie en témoignait, Jean-Marie est là également, le président de la fédération, quand nous sommes allés à La Réunion, certains des ex-mineurs sont repartis ou alors ont vécu des situations très dures et ça ne s'est pas fait.
quand on est parti comme ça pendant 30 ans, ben voilà, Valérie pourrait en parler à titre personnel, voilà, retrouver la famille, c'est très difficile. Et donc, il y a ces situations de culpabilité et parfois de tabou. Le tabou, notamment, il vient au niveau de la question de l'héritage. Qu'arrive quelqu'un de nouveau, voilà, qu'on n'avait pas pensé dans la succession. Ouais, c'est vrai que moi, de mon côté, j'ai retrouvé mon papa biologique en décembre de 2020. Ça a été quelque chose de très émouvant, très fort. Et je dirais que c'est quand même quelque chose aussi de déchirant, et pour moi et pour lui. C'est pour ça que ce dispositif psychologique doit être mis en place au plus vite. Il y a eu des cas, voilà, c'est vrai que j'étais témoin puisque j'ai organisé ce séjour, où une jeune femme est repartie, mais déçue. Elle a pourtant retrouvé sa maman biologique. Je pense que on n'est pas, en fin de compte, on a été déracinés. On ne sait pas où on se situe. Par exemple, moi, est-ce que je suis creusoise? Je suis creusoise d'adoption. Mes origines sont à La Réunion, dans le cœur, dans le sang, dans l'âme. Je suis réunionnaise. Mais aujourd'hui, on n'a pas cette stabilité. On ne sait pas, même sur le plan identitaire, mais franchement, pour se construire et se reconstruire, il faut savoir qui l'on est et d'où l'on vient. Et c'est aussi un problème, oui, un problème de culture. On nous a quand même arrachés de notre île en se disant, nous allons effacer complètement leur culture. Nous allons effacer leurs racines. C'est comme si on n'existait plus, quoi. Et quand on retourne sur l'île, on est considéré comme quoi? Pas comme des Réunionnais, pas comme des créoles. Et j'avais bien aimé l'expression d'une compatriote dans un documentaire qui disait, on est considéré comme des oreilles mal blanchies. Les oreilles, ce sont les métropolitains. C'est vrai que... Et puis le problème de l'éloignement, il est que la DAS a menti à tout le monde, autant aux parents qu'après aux enfants. Tout le monde a été reconditionné. Et en plus, l'autre aspect affectif, c'est que quand on est privé de son enfant, il y a un tel éloignement affectif, quotidien, permanent, qu'après, c'est un étranger. Donc je pense que tous ces Réunionnais de la Creuse, quand ils sont repartis là-bas, ils espéraient être attendus, mais ça fait 30 ans que là-bas, on ne les attend plus parce que l'espoir est éteint. La souffrance est telle que si on ne l'éteint pas, on en meurt. On ne vit plus. Ouais, le traumatisme de l'exil est dur à vivre, hein. C'est grave. Hein. C'est considérable. Alors moi je l'en parle parce que moi je m'occupe d'enfants placés abusivement aujourd'hui en France. Donc je vous le dis comme ça. Mais ce qu'ils ont vécu à l'époque, c'est encore à l'époque, en 58, jusqu'en 84. Donc c'est déjà énorme que ça ait pu perdurer autant. Et tout à l'heure, vous parliez de pourquoi en 2002 ? Mais parce qu'en 2002, il y a énormément de pression sur tout ça qui est tombé, parce que les gens de l'ADAS ont fini par disparaître. Donc l'importance du silence est partie avec eux, et que comme il y a en France ce qui se passe surmultiplié aujourd'hui que ce qui s'est passé avec les Réunionnais, eh ben, la pression qui est faite sur nous, elle est aussi faite sur les Réunionnais. Parce que le problème, il est encore là. Donc, c'est pas un tabou pour le passé, c'est un tabou sur la chose. C'est-à-dire le vol des enfants et l'éloignement culturel, l'éloignement religieux, l'éloignement... Voilà, ça existe encore. Donc, le problème, il n'est pas éteint. C'est d'ailleurs pour ça que l'Assemblée nationale, ils ont dit, dans leur rapport, en fait, les parents, ils n'étaient pas forcés de donner leurs enfants. Face à la puissance de la DAS, même en France, même en métropole, les parents n'arrivaient pas à s'opposer à la DAS. Alors à La Réunion, où on devait leur dire, à l'époque, c'était pas du tout pareil qu'aujourd'hui. Hein, mais le temps quelque part, il faut le vivre, ces problèmes-là, pour comprendre l'énormité de ce que ça peut être.
Oui. C'est vrai que je dirais que nous sommes des victimes, mais il y a aussi nos parents biologiques, Oui. nos parents qui sont des victimes à La Réunion, les familles d'accueil à La Réunion, les familles d'adoption, et j'irai plus loin, nos enfants, parce que c'est une histoire transgénérationnelle. Ce que nous, l'on a vécu, on l'a transmis à nos enfants, et ça va continuer au-delà. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à arrêter, enfin, à trouver ce chemin de la résilience, et c'est grâce à ce combat perpétuel qu'on arrivera jusqu'au bout. Et d'ailleurs, le fait que vous n'ayez pas pu... Là, je suis étonnée que vous n'arrivez même pas à avoir certains documents. C'est dingue, quoi. C'est dire, en 2021, l'importance du problème. C'est hallucinant. Moi, Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, il y a des parents qui recherchent leurs enfants. Il y a des enfants qui recherchent leurs parents, que ça continue. Et dans les 2015 enfants qui ont été recensés, il y en a qui sont bien sûr morts, décédés. Il y en a qui sont malades, qui ont des difficultés. Il y en a qui ne veulent plus entendre parler de l'histoire. Mais il y en a aussi beaucoup qui ne savent pas qu'ils font partie du dispositif. J'ai eu un appel récemment d'un enfant qui a été exilé dans la Creuse. Lorsque je l'ai eu au téléphone, tout le temps, il a pleuré parce qu'il venait d'apprendre qu'il faisait partie du dispositif. Et il y a aussi des parents adoptifs qui ont adopté un enfant et qui ne savaient pas qu'ils faisaient partie qu'ils adoptaient un enfant qui sortait de ce dispositif. Donc, pour dire qu'il y a plusieurs victimes dans ce transfert forcé d'enfants. Et au niveau des archives du ministère de l'Intérieur à l'époque, vous n'avez pas pu trouver des listings plus complets, des choses? Ça a été ouvert? Ah oui, les experts de la Commission nationale ont fait un travail de fourmi. Là, ils sont allés dans toutes les archives, que ce soit à La Réunion et en métropole. Ils ont fait un travail fabuleux. Et il y a une liste. Donc, et pourquoi cette liste, vous ne l'avez pas, vous? Ah, elle est sécurisée. Hein. Elle est sécurisée par la CNIL. Hein. Mais ça, c'est à la CNIL? C'est uniquement l'ex-mineur qui peut demander si oui ou non il fait partie de ce dispositif. Et si on lui a menti toute sa vie, il ne peut pas le demander. Donc c'est une condition. Ah, il y a ceux qui ne savent pas qu'ils font partie du dispositif. Ah, ben alors là, ça va être compliqué. Mais peut-être, quelle serait la solution pour que vous soyez considéré comme une association représentant les Réunionnais de la Creuse, et que d'office cette liste vous soit fournie pour réunir ces membres. C'est pas normal que vous ayez pas cette liste. Mais il faut aussi peut-être respecter la volonté de certaines personnes qui ne veulent peut-être pas. Eh ben vous le saurez. Et puis c'est tout. Non, je sais, voilà, il y a quand même... C'est pas normal, ça pour moi c'est pas normal. Oui, c'est pas je vois que M. Chéroux est là. Est-ce que vous voulez ajouter quelques mots, monsieur? Voilà. Oui, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre ce soir, en tout cas. Ce que j'ai vécu dans mon retour à La Réunion, je suis revenu il y a 1 an, après 50 années d'exil. Ce que j'ai vécu, c'est que aussi, parmi certaines personnes, il y a une comparaison comparaison des misères. Quand on dit ce qu'on a vécu en tant que Réunionnais, nous de la Creuse, ce qu'on a vécu, ils nous disent certaines personnes disent oui, mais nous on a vécu la même chose parce que ici à La Réunion, il y avait une histoire de racisme aussi, on n'était pas bien, on vivait pas avec tout à fait, on n'était pas bien, on vivait pas bien avec nos parents et tout. Il faut bien se rendre compte que cette histoire, l'histoire que nous avons vécue, elle est partie. Il n'y a pas de comparaison possible. Être enlevé à sa famille, être enlevé pendant l'enfance, crée un traumatisme. Vivre dans ce mensonge. Moi, j'ai vécu pendant toute mon enfance en croyant que j'avais été abandonné par ma mère, par
ma mère, et que j'étais adopté avec, comment dire ça, quand vous pensez en tant qu'enfant que vous avez été abandonné, vous créez, comment dire, une espèce de honte. En tant qu'enfant, vous dites, bon, si on m'a abandonné, bon, c'est que je le mérite. Je le mérite, j'étais pas et vous construisez sur ce mensonge. Et après, vous vous rendez compte quand ma cousine m'a parlé de ma mère, elle m'a dit que ma mère ne parlait pas de cette histoire parce qu'elle alors, mais... On vous entend pas bien. Non. Ouais, vous pouvez vous rapprocher, merci. Donc, ma cousine, quand elle m'a parlé de ma mère, elle m'a dit qu'elle ne parlait pas de cette histoire parce qu'elle en souffrait elle-même. Bien sûr. Vous voyez l'émotion un peu? Bien sûr. Voilà. Donc, je dirais qu'on a vécu rupture sur rupture, abandon sur abandon. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui que l'on nous écoute, il est temps qu'on nous aide. Il faut qu'on avance dans cette... Dans cette réconciliation avec notre histoire et voilà, l'émotion est là et pour tout le monde. Je crois que les familles, vraiment on a menti aux familles, mais il y a aussi, je crois, la peur de l'explosion sociale à La Réunion. Il faut se replonger dans le contexte de l'époque, il y avait beaucoup de misère à La Réunion, c'est certain. Ces jeunes-là qui arrivaient en masse, cette surpopulation et la peur de l'explosion sociale. Donc, on s'est dit, on part d'abord sur le BUMIDOM, le Bureau migratoire des DOM. C'est les jeunes adultes consentants qui partaient pour des formations, pour du travail. Et après ce BUMIDOM, eh bien, ils se sont dit, on va prendre les enfants. Peut-être, je dirais que c'était d'une bonne intention au départ, mais il faut savoir quand même que nous sommes partis pour un aller simple. Il y a eu des mensonges auprès des familles. On devait revenir tous les ans sur notre île. Et c'est surtout cette façon de faire, avec les dossiers, avec les falsifications d'état civil, avec... nous n'étions pas des objets. Moi, je me permets de vous donner mon point de vue. Moi, je considère que... Alors, peut-être que j'ai tort, hein, mais voilà ce que je considère. Je considère que les enfants de la Creuse ont été un test national pour savoir comment les Français allaient réagir si on volait d'autres enfants par habitude au sein de l'administration et de manière structurée, programmée, etc. Et que c'était un test. Et comme politiquement les Français n'ont pas réagi, eh ben, ils ont continué. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est honteux que... parce que, Valérie, oui. Moi je crois qu'il faut dire déportation. C'est de la déportation. Et c'est en cela que la conclusion de l'Assemblée nationale est honteuse, parce qu'ils ont dit les parents n'étaient pas contraints de donner les enfants, mais face à la DAS de l'époque, des fonctionnaires, déjà le statut de fonctionnaire dans les années 50, c'est pas le même qu'aujourd'hui, hein. C'était des gens qui avaient un niveau social, culturel, diplôme, etc., qui en imposaient. Et donc, on ne pouvait pas s'opposer ni aux sociaux de la DAS, ni aux gendarmes, etc., qui venaient pour prendre les enfants. Donc les conditions du vol sont monstrueuses. Donc, c'est de la déportation. Et je crois qu'il faut utiliser les mots, c'est du génocide. Au regard du droit français, c'est l'article 211.1 du Code pénal. C'est de transfert forcé d'enfants, c'est de la déportation, il faudra le rajouter, parce que ce n'est pas inclus dans le génocide, mais c'est de la déportation, et ça ne peut pas être autrement, puisque tout a été fait pour qu'ils ne sachent même pas d'où ils partaient. Donc c'est monstrueux ce qui a été fait, monstrueux techniquement, ça ne peut pas être validé autrement que par du génocide, sur une population déterminée, etc., etc. Les 5 critères en droit français n'étant pas
cumulatif, un seul suffit. Donc, transfert forcé d'enfants, on est là-dedans. Et donc, le rapport de l'Assemblée nationale est une honte, et purement, simplement, une honte. Et vous parlez là de la prétendue reconnaissance de l'État. Mais c'est comme quelqu'un qui écrase... De la résolution. Oui, c'est comme quelqu'un qui écrase 15 personnes et qui dit « Oh, j'ai écrasé une fourmi, excusez-moi ». Non, c'est un acte délibéré, programmé, qui a été jusqu'en 84. Donc, c'est honteux. Juridiquement, c'est hallucinant qu'ils aient osé écrire ça. Les parents n'étaient pas forcés de violer leurs enfants. Mais si, on les a pris. Comme les nazis sont venus prendre des résistants, etc., on les a pris. Voilà. Et d'ailleurs, la puissance du mensonge de la DAS, elle est là, elle est cumulée, on la voit en permanence. Et moi, vous m'en aviez parlé, Valérie, de ces histoires de falsification d'actes d'état civil, qui, depuis François Ier, on n'a pas vu ça. Donc, pourquoi avoir changé l'état civil ? Ça, alors là, c'est une grosse question. Quel intérêt, puisque de toute manière, dans la forme de la loi que vous étiez réunionnais, ça se voit. Quel intérêt non mais c'est vrai, quel intérêt de changer l'état civil? Quel intérêt? Qu'est-ce qu'ils ont cherché? Sur le plan juridique, aujourd'hui, nous n'allons pas aller vers la justice traditionnelle. Laurent Sermet va pouvoir, intervenir. Nous allons aller plutôt vers la justice transitionnelle. Voilà. Et bon, qu'est-ce que c'est que la justice transitionnelle? Il va en parler mieux que moi. Mais pourquoi la justice? On ne peut plus aller en justice traditionnelle, tout simplement parce qu'il y a prescription. Il y a prescription de tout ça. Donc, il faut qu'on trouve une autre issue. Et nous irons aussi jusque sur le plan européen, puisque notre fédération va représenter la France en Suisse. Parce qu'il n'y a pas que la France qui a subi ce transfert d'enfants. Il y a l'Allemagne, il y a la Belgique, la Suisse, l'Islande, l'Irlande, pardon. Voilà, il y a l'Espagne aussi. On va essayer de voir autrement, peut-être sur le plan européen. Il faut qu'on aille au plus haut niveau, de toute façon. Juridiquement, c'est l'État français qui déclare que ces crimes sont prescriptibles à des périodes où ils savent d'emblée qu'il n'y aura pas de retour, il n'y aura pas de questionnement juridique. Donc ça, c'est inconcevable. C'est comme si on demandait à Hitler quelle est ta définition du génocide. On éclate de rire. Donc cette notion-là, il faut la remettre en cause. La prescription, il n'y en a pas. D'ailleurs, dans le génocide, il n'y a pas de prescription. Donc, c'est... on croit rêver, quoi. Madame Omar, merci. Je vais peut-être laisser la parole Oui, pardon. Non, mais ce que vous dites est passionnant, puis on sent vraiment que vous êtes impliqué. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, vous pouvez les poser sur la boîte de dialogue ou simplement lever la main et je vous donne la parole si vous le souhaitez. N'hésitez pas, que ce soit à Madame Andanson ou aux différents intervenants qui se sont succédés également. On a la chance d'avoir plusieurs représentants ici de la fédération et qui sont des victimes des enfants de la Creux, enfin qui sont des victimes de cette pratique. Donc n'hésitez pas, posez vos questions. Alors, merci. Je participe depuis la République démocratique. Je voulais demander la question à Madame Valérie. On vous entend très mal. Est-ce que vous pourriez... Pour elle, c'est des esquisses, des plans. Je n'entends pas. Non. Est-ce que vous pourriez écrire votre question, monsieur, comme ça je pourrais la lire pour en prendre connaissance? Je vais peut-être donner la parole à quelqu'un d'autre en attendant que vous écriviez votre question. Est-ce que quelqu'un souhaitait intervenir ou réagir, tout simplement, pas forcément réagir. Moi, j'aimerais rajouter des choses. Je suis désolée.
droit français, ce qu'ils ont vécu, c'est quelque chose de juridiquement totalement inacceptable parce que ça avait même pas de sens dans leur stratégie de repeupler la Creuse. Ça avait pas de sens en fait. Et donc, excusez-moi, je reviens toujours au même truc. Ça peut pas être vu autrement que du génocide et de la déportation. Alors, tu m'as pas répondu, Valérie. Pourquoi tu n'utilises pas le mot déportation? Moi, je n'irai pas jusque-là parce que, c'est vrai qu'on associe le mot déportation à la Shoah, nous n'avons pas été exterminés, mais c'est vrai que quand on lit la définition du mot déportation, c'est bien arracher toute une population d'un pays à un autre sans le consentement des personnes. Et c'est vrai que ça a été le cas pour nous. Les experts de la Commission nationale préfèrent le mot transplantation. Pourquoi? Parce que, transplantation, il y a ça prend pas, la plante prend ou ne prend pas. Mais vous n'êtes pas des plantes. Nous ne sommes pas, c'est vrai, nous ne sommes pas des plantes. C'est plus le côté imagé de l'affaire. Mais oui, moi, ça ne me dérange pas qu'on emploie le mot déportation. Mais bon, il faut quand même qu'on soit assez prudent par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a eu quand même des réactions négatives à La Réunion. Nous avons des commentaires qui sont assez aussi négatifs, donc attention à ce qu'on va faire. Et je dirais que c'est une affaire de droits de l'homme, c'est une question de citoyenneté, c'est une question de respect de la vie humaine et de la valeur de nos sociétés. En fin de compte, l'enfant, ce n'est pas une marchandise, donc voilà, il faut qu'on travaille en équipe, il faut qu'on travaille, il faut qu'on ait des soutiens, que ce soit sur le plan juridique, sur le plan psychologique, et pour faire avancer notre affaire, et pour faire avancer aussi, je vous dis, le droit de l'enfant aujourd'hui. Mais voilà, il y en a qui emploient le mot déportation. C'est vrai que dans la définition, on pourrait. Peut-être un élément de réponse à ça, madame, c'est qu'il n'y a pas vraiment de discussion là-dessus approfondie sur le génocide, le crime contre l'humanité, mais le président de la commission est là. Ils ont préféré donc la transplantation parce qu'il n'y a pas eu de plan systématique à l'égard de toute une population. On ne peut pas dire que toute la population des enfants de La Réunion était visée par... Il n'y a pas besoin. Oui, mais c'est ça le génocide. Non, une population déterminée. Non. Mais il n'y a pas un chiffre qui détermine qu'à partir de ce moment-là, on est dans cette définition-là. À partir de 2, c'est du génocide. Non. Ben si, à partir de 2, parce qu'il ne peut pas y avoir de définition. Bon, enfin, en termes de chiffres. En tout cas, si vous voulez, cette question, elle n'est pas tranchée. Ça, c'est vrai. Vous avez raison. Elle n'est pas non plus vraiment discutée. Ouais, c'est ça. Elle est peut-être mise de côté au profit de besoins qui sont plus, momentanés, évidents. Qu'est-ce qu'on fait avec les états civils? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec les états civils? Comment est-ce qu'on les restitue? Vous parliez tout à l'heure de la liste, mais rendre publique la liste, ce serait une bombe atomique pour des gens qui... Eh bien, pour une partie... Ah, pour les partis, oui. Oui, une partie des gens qui ne veulent plus en entendre parler, ouais, ou alors une partie des gens qui ne le savent pas. Et si vous voulez, la confidentialité qui est faite, elle n'est pas bonne, certainement, mais en l'état, on n'a pas trouvé mieux. Et évoquer alors tout de suite le génocide, etc., c'est pas dans les rails... même si, effectivement, on pourrait avoir des discussions là-dessus. On en est au tout début de la responsabilité de l'État français, au tout début. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, en parlant de cette responsabilité, notre ami de la République démocratique du Congo a eu la gentillesse d'écrire sa question, et il pose celle-ci. Il voulait simplement savoir si les excuses publiques comptaient plus que la réparation juridique. Qu'est-ce que vous attendez concrètement?
Parce que vous parliez tout à l'heure de ces excuses privées qui ont été formulées par le président de la République. Est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous attendez exactement? Ben écoutez, vous savez que pour nous, les excuses publiques, ça sera une reconnaissance au plus haut niveau. Donc, dans un premier temps, les excuses publiques de l'État. Et après, on verra pour les réparations. Mais pour nous, c'est la priorité. La priorité, c'est vraiment la mise en place de cette commission définitive, les excuses publiques et le dispositif psychologique. Et après, on verra pour la partie juridique, la réparation. Et toujours en lien, je dirais, avec cette question de la réparation, parce que en droit de l'homme, la réparation, ça n'est pas simplement que reconnaître et indemniser, c'est aussi tout ce qui entoure cette réparation. Vous parliez des lois, de la mémoire, de ce lieu de mémoire qui va être le vôtre, de tous ces éléments qui participent à la reconstruction d'une identité et qui participent à la reconnaissance de ce qui vous est arrivé. Thomas Schmitt, dans les commentaires qui sont présentés dans la boîte de dialogue, évoque justement cet aspect psychologique qui est clé, c'est ce que vous avez d'ailleurs dit tout à l'heure. Et il pose aussi une question que vous avez brièvement abordée tout à l'heure dans votre propos, c'est la dimension transgénérationnelle, c'est-à-dire les enfants de ses enfants. Que pensent-ils? Et là, moi, j'ai eu une expérience brève, parce que lorsqu'on envisage le concours européen des droits de l'homme, on pense aussi au jury de finale. Alors, généralement, au jury de finale, on essaye de faire venir une personnalité qui est touchée par le sujet. Et dans les recherches que j'avais effectuées, j'avais constaté que Noémie Lenoir, par exemple, est une enfant d'une enfant de la Creuse, et qu'elle refuse désormais d'en parler. Elle refuse par souci pour sa mère, par respect pour sa mère et par rapport à ce que sa mère a vécu. Et ça, je voudrais que vous entendre un peu là-dessus, si vous avez quelque chose à nous dire. C'est vrai que ce que nous avons vécu, nos enfants ont été... Vous savez, en fin de compte, c'est un traumatisme très fort pour les victimes, mais ça continue. Parce que, regardez, par exemple, Noémie Lenoir qui ne veut plus parler de l'histoire de sa maman, par respect pour sa maman, mais elle doit en souffrir, elle, Noémie, elle doit en souffrir. C'est vrai que nos enfants sont traumatisés. Ils ont besoin, parce qu'ils ont besoin aussi, ce sont leurs racines, ils ont besoin de connaître leurs racines, leur île, l'histoire de leurs parents. Et j'avoue que bien souvent, comme nous sommes des traumatisés, on répète ce que l'on fait en général. Par exemple, dans mon cas, on m'a menti pendant des années, pensant que j'étais une enfant, que j'étais née dans la Creuse. On m'a menti pendant des années. Et j'ai transmis ça à mes enfants, c'est-à-dire que je leur ai menti encore des années, et ça fait que peu de temps qu'ils sont au courant de tout ça, de ce combat que je mène. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fin de compte, on reproduit ce que l'on subit en général. Et nos enfants, bien évidemment, ont souffert de tout ça. Ouais, je comprends. Donc c'est important qu'il y ait un dispositif psychologique aussi pour eux, pour nos parents, pour nous, pour nos enfants. Et ça va continuer, les enfants de nos enfants. C'est transgénérationnel, ça je le maintiens. Oui, monsieur, vous aviez une question. Oui, vous vouliez dire? Parce qu'il serait important, dans l'étude de cette histoire, de tracer une ligne directrice, de savoir comment on se construit dans le cadre d'un tel événement. C'est vrai qu'il y avait plusieurs histoires différentes, mais il y a eu un traumatisme commun. Comment chaque personne se construit par rapport à cette histoire. Je pense que ce serait intéressant de savoir bien les failles, les forces qui ont fait que chacun a pu surmonter cette histoire. Quelles sont les personnes qui l'ont surmonté, quels sont les chemins qu'elles ont empruntés pour surmonter cette histoire, et quelles sont les failles qui ont fait que certaines personnes ont plongé
Et quels sont les liens communs qu'on peut sortir de ce type d'événement? C'est vrai que je dirais qu'il y a les traumatismes psychologiques, mais il y a aussi les traumatismes physiques. Tout à fait, oui. Physiques, parce que je peux vous assurer que nous sommes fragilisés tous, vraiment. Et ça et Marion Feldman pourrait témoigner là-dessus. Marion Feldman, qui est professeure en psychopathologie, qui, elle parle carrément du lien entre le bébé et la maman. Enfin, voilà, ça débute de loin, de ce qui s'est passé à La Réunion maintenant jusqu'à aujourd'hui, quoi. Madame Pierron, vous aviez une intervention? Oui, je sais pas si on m'entend. Si, très bien. Oui. Ouais, bah, en fait, je me disais, j'ai écouté tout ce que vous avez dit et c'est vrai que je pense qu'une reconnaissance, justement, non privée, ça serait important pour tout le monde parce que, voilà, je trouve que c'est encore dur. J'ai l'impression que l'État va avoir du mal à reconnaître ce qu'il a fait, quoi, en fait. C'est facile de faire des excuses en privé, quoi, mais je suis pas sûre qu'on les aura, ces excuses. Je suis peut-être un peu négative, mais je crois pas trop, quoi, je sais pas. Ça, c'est sûr. Christine, ça serait bien que tu te présentes. Donc, pardon, excusez-moi. Oui, non, donc je suis Christine Pierron. En fait, je suis allée à La Réunion en décembre et tout à l'heure, Valérie, en dansant, ne m'a pas citée, mais je me suis reconnue. Et c'est vrai que je suis, je n'ai pas honte de le dire, je suis partie précipitamment, on peut dire. Je devais rester 21 jours à peu près sur l'île. Et je suis partie parce que ça s'est très très mal passé avec ma maman biologique. Alors, pas avec mes frères, j'ai 2 frères, j'ai appris que j'avais 2 frères très récemment, mais c'est avec ma maman que ça s'est vraiment, vraiment pas bien passé. J'ai senti une distance, j'ai senti Après, c'est moi qui ai traduit, je ne sais pas, une sorte de honte qu'elle avait aussi. À un moment donné, elle m'a même dit qu'elle ne me reconnaissait pas. Voilà, donc c'est très difficile à entendre parce que oui, elle me reconnaît pas forcément. Je suis partie à 2 ans et demi de l'île, j'ai été exilée à 2 ans et demi, mais elle me reconnaissait pas dans le sens, j'ai eu l'explication avec un de mes frères. Elle trouvait que j'avais une éducation trop blanche. Alors c'est particulier d'entendre ça. Une éducation trop blanche. Alors en même temps, bon voilà, j'ai eu des parents adoptifs. Moi j'ai été, pour la petite précision, j'ai été adoptée en Bretagne. Voilà. Donc d'ailleurs Valérie parlait de 83 départements concernés. Et voilà, bon moi c'est la Bretagne. Et c'est vrai que voilà, j'ai senti de la part de ma mère biologique un déni. Vraiment un véritable déni de ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment l'interpréter, mais pour moi, c'est un déni total de ce qui s'est passé. Alors, est-ce qu'elle se protège? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est mon histoire. Après, il y a tellement d'histoires différentes. Mais on est tous en souffrance. Tout à l'heure aussi, j'ai retenu quelque chose que je voulais dire. On est tous en souffrance au niveau, par exemple, de nos vies. Ça nous a changé nos vies. Moi, je n'ai pas voulu d'enfant, par exemple, parce que je ne voulais pas, justement, l'abandonner à mon tour. Voilà. Il faut savoir que Christine venait d'apprendre qu'elle faisait partie du dispositif et c'était la première fois qu'elle retournait sur son île. Tout à fait, oui. Oui. Et je voudrais appuyer ce que dit Christine. Moi, c'était pareil. Je n'ai jamais vu la moitié du un enfant parce que je ne sais pas ce qu'ils allaient vivre. Ils allaient vivre la même chose que moi. C'est particulièrement important parce que c'est vrai qu'au-delà de la distance, c'est une rupture complète. C'est ce que vous disiez tout à l'heure très justement, Madame Andanson. C'est une rupture complète. Ce n'est pas simplement la rupture de ce lien, c'est la rupture culturelle, c'est la rupture et psychologique. Elle est énorme parce que, comme vous le disiez, Madame Pierron, votre vie est marquée à jamais par cette décision qui a été prise et par ce qu'on a décidé pour vous et ce qu'on a imposé, je dirais, dans votre existence. Donc ça, je trouve que c'était particulièrement important. Alors, il y a une question, mais je crois que elle intéresse aussi tout le monde, mais elle va être très, 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 très difficile à répondre.
pourquoi l'État, aujourd'hui, ne formule pas des excuses publiques? Voilà. On y travaille. On y travaille. Et... Là, c'est parce qu'ils continuent. C'est parce qu'ils continuent. Donc, ils ne peuvent pas, pour les Réunionnais, dire on est désolé, on a fait n'importe quoi. Sauf qu'aujourd'hui, c'est encore pire. C'est encore pire. Donc, alors, sauf la déportation. Nous, en France, sur le métropole, on n'a pas de déportation, hein, sauf d'un département à l'autre. Mais bon, sur la France, sur quelques kilomètres ou sur même 500 kilomètres, on ne parle pas de déportation. Mais de la Réunion à la France, c'est de la déportation. Pour moi, c'est pas possible autrement. Mais ils ne peuvent pas s'excuser parce qu'ils continuent. C'est comme si un violeur dit j'ai violé hier, mais comme j'ai violé tout à l'heure, je ne peux pas m'excuser. Voilà, c'est pareil. Je voudrais rebondir sur le fait que en 66, dans les années 60, il y avait aussi ce transfert d'enfants en métropole, par exemple de la Bretagne dans le sud. Mais je dirais que nous, c'était à des milliers de kilomètres et que c'est associé à une affaire d'État. Et qu'est-ce que vous répondez? Enfin, je me fais un peu l'avocat du diable, mais aussi pour essayer de répondre indirectement à la question. Quand l'État dit ces mesures étaient nécessaires à Lille, que la situation de ces enfants, ou du moins le traitement qui a été réservé à ces enfants était nécessaire pour l'économie, pour les questions sociales. Parce que, si vous voulez, là, en ce moment, depuis 2 jours, on entend aussi ces arguments qui sont avancés par des étudiants qui plaident de très bonne foi pour non pas essayer d'expliquer ou justifier, mais en tout cas pour essayer de défendre juridiquement une position qui est très difficile. Mais c'est ce que nous pouvons lire, c'est-à-dire que lorsqu'on reprend un petit peu les déclarations qui ont pu être formulées à la suite, lorsque les responsables de l'époque ont pu être interrogés, c'était une mesure nécessaire, difficile mais nécessaire. Alors, je sais que c'est dur à entendre, mais... Oui, mais c'est bien de le souligner. Je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est strictement irrésolu. Hein. C'était vraiment dans l'objectif de cette démographie galopante sur l'île, pas assez des départements qui se désertifient, mais ça a strictement rien résolu. Je pense qu'il aurait mieux valu aider les familles sur place. Pourquoi pas créer, au lieu de créer un foyer à Guéret pour nous, parce que ça a été le cas, on aurait pu créer un foyer sur place. Ça n'a rien résolu. Parce qu'aujourd'hui, il y a voilà, donc je vois pas. Et en plus, ce qui me gêne un petit peu dans les commentaires qui remontent, surtout de la Réunion, c'est mais de quoi ils se plaignent? Aujourd'hui, ils ont réussi. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Enfin bon, je dirais, moi, personnellement, pourquoi je n'aurais pas réussi à La Réunion? Parce que je vois que dans la famille que je viens de retrouver, ils étaient pourtant dans la misère et ils ont une vie correcte. Donc, je pense que avancer de tels propos, dire mais de quoi ils se plaignent parce qu'ils ont réussi, non. Et puis, j'ai l'impression. C'est un deuxième argument qui est avancé, ça, c'est-à-dire que c'était nécessaire, ça c'est le premier argument, et le deuxième c'était que c'était fait aussi dans l'intérêt de ses enfants. De façon à ce qu'ils soient éduqués. Mais voilà, c'est une vision qui est très limitée, on est d'accord. Ah oui, c'est une vision très limitée parce qu'ils ont quand même menti aux familles en disant ils vont venir, ils auront une situation, ils seront médecins, ils seront avocats. Nous sommes partis pour un aller simple, quoi. Donc c'est pas... non, c'est pas... Ça n'a pas été quelque chose de positif pour nous. Hein. Oui. Même s'il y a des voix qui se sont élevées. Tout à fait. Alors, il y avait Thomas qui souhaitait poser une question. Il a levé la main. Oui, bonsoir. Je suis de l'équipe de La Réunion. On est défendeur pour la Ricardie. Et j'aurais juste voulu souligner qu'en fait, à la lecture du cas, comme le rappelait le président Touzé, on avait eu un petit moment, on a eu besoin d'un petit moment d'acclimatation pour mettre de côté pendant toutes les heures d'entraînement un peu nos convictions, nos valeurs pour porter au mieux la cause qui nous a été donnée de défendre. Et si je peux apporter juste un maigre retour là-dessus, j'espère que je suis pas trop illégitime pour en parler, mais je l'aborderai juste du côté juridique.
on a eu beaucoup d'interrogations, on a eu beaucoup de moments un peu gênants quand on en parlait, que ce soit avec nos coachs ou quoi. Et moi, si je peux avoir un petit retour d'étudiant dessus, c'est que dans ce genre de situation, le droit se révèle être un puissant outil pour les États défaillants. Derrière quantité de règles qui sont censées servir, en l'occurrence, les intérêts de l'enfant, on peut, à travers un certain vocable, à travers une certaine articulation des normes, se prémunir d'erreurs passées qui ne sont pourtant pas pardonnables. Donc voilà, c'était mon petit retour d'étudiant de La Réunion sur ce cas, et ça m'a quand même apporté beaucoup à moi et à mon équipe d'avoir quand même cette vision-là, et ça m'a peut-être confirmé certaines valeurs et certains principes. Voilà, c'était ma petite intervention, et je vous remercie pour ce beau moment en tout cas. Bon, c'est pas une petite intervention et c'était pas une petite contribution, parce que ce que vous dites est très juste, et c'est ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a énormément de mécanismes et de principes qui sont en jeu, et on le voit, on peut les tourner dans tous les sens et arriver à des positions qui sont diamétralement opposées et sans pour autant trouver la solution de compromis. Mais la solution de compromis, je suis assez d'accord avec Laurent Cernet, du moins la proposition qui est formulée avec cette idée de justice transitionnelle. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot, Laurent ? Oui, merci Sébastien. Donc bonsoir à tous. J'ai pris la parole, mais je me présente. Je suis professeur de droit et de droit international des droits de l'homme. Donc, lorsque Valérie, Jean-Marie, Christine et tous les autres, à la suite de Philippe, Vital, ont désiré aller plus loin, c'était maintenant il y a 1 an et demi, 2 ans, la question s'est posée. Il y a un rapport demandé à l'initiative de ministre de l'Outre-mer de l'époque, Georges Paul-Angevin, en 2016, rendu en 2018. Rapport qui a été un peu, comment dire, si vous voulez, du point de vue chronologique, peu respecté, puisque la ministre a pris des initiatives de reconnaître des situations voilà, qui étaient problématiques avant la fin du rapport. Bon, c'est pour vous dire le respect qu'on donne à l'expert. La question s'est donc posée, après ce rapport historique, on a dit tout à l'heure il n'était pas très humain, bon, c'est une façon un peu rapide de dire les choses, ce n'était pas son objectif. L'objectif de ce rapport, rendu en 2018, c'était de faire une vérité historique. Et dans la vérité historique, il n'avait pas à trancher la question déportation, génocide, déportation, crime contre l'humanité, c'était de faire une photo aussi précise que possible. Du reste, et vous le noterez, c'est très important, les membres de cette commission, la commission Vital, Philippe Vital étant un collègue sociologue, cette commission était composée d'historiens, principalement, d'un géographe et d'un sociologue. Et le besoin, et je réponds à votre question, Sébastien, le besoin, c'était d'aller plus loin, et notamment en termes de restitution des droits. La responsabilité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire restaurer les droits, si possible, de la meilleure façon que ce soit. L'indemnisation, on a beaucoup parlé à un moment de l'indemnisation. Jean-Jacques Martial part et dit 1 milliard d'euros demandés à l'État. Mais admettons qu'il ait ce 1 milliard d'euros. Est-ce que ça va rendre aux enfants devenus adultes la déchirure familiale à tous ces enfants? Non, bien évidemment. Et donc, la justice transitionnelle, pourquoi? Eh bien, la justice transitionnelle, parce que les recours qui peuvent être faits par les uns, par les autres, aboutissent ou n'aboutissent pas. On peut trouver une oreille ouverte et accueillante dans une certaine juridiction, et puis au contraire, une oreille fermée. Et la réponse et mon état civil, ce n'est pas le bon, eh bien ne sera pas la même. La justice transitionnelle, parce que, en sortant un peu des clous, les fameux clous de la prescription, notamment la justice transitionnelle, parce qu'elle serait globale. Il s'agirait de traiter de façon globale
toutes les questions qui se posent, les questions d'état civil en particulier, d'accès au dossier. Moi, j'ai eu, c'est une chance, de voir de près 2 moments, 2 remises par l'avocate dont parlait Valérie, 2 remises de dossiers à des ex-mineurs, c'est-à-dire l'avocate avait dans les mains ce qui lui avait été donné par les services sociaux, à savoir le dossier de l'enfant, et l'avocate l'avait lu avec son œil d'experte juridique en disant voilà, telle date, dans les années 60, le 15 mars 1963, voilà ce qui a été dit par tel c'est pas un expert, par tel travailleur social, puis 2 ans après, puis 4 ans après, voilà, et 10 ans, l'avocate disant comment dire, ça c'est un document important, ça n'a pas de sens pour toi, etc. Et ça, si vous voulez, c'est fait au compte-gouttes. Au compte-gouttes. C'est pas de la justice transitionnelle, c'est de la justice, comment dire, du cas par cas, au petit bonheur la chance, en fonction des desiderata des personnes, mais certainement pas de façon globale. Tout à l'heure, lorsque Valérie disait cette commission définitive, elle est là pour solder l'affaire. Elle est là pour solder l'affaire pour le plus grand nombre possible de personnes. Et ça, Sébastien, ce n'est pas possible, malheureusement, par les recours en justice individuelle, et ce n'est pas possible par la voie médiatique. Bon, on en parle tout à l'heure, les excuses privées. Oui, nous sommes arrivés à l'idée que les excuses avaient été privées parce que reconnues par le président Macron, disant c'est une faute de l'État, mais dans une lettre individuelle adressée à l'association. Mais en dehors de Valérie, finalement, et des personnes à qui Valérie a bien voulu faire part de cette lettre, qui est au courant de ces excuses? Elles sont donc privées. Pourquoi on ne va pas plus loin? Eh bien parce que la pression n'est pas assez forte. Parce que la pression n'est pas assez forte. Parce que les mots, j'entends Madame Lombard, les mots peut-être n'ont pas été les plus adéquats parce que, par exemple, à La Réunion, Valérie parle d'affaires d'État, mais à La Réunion, ce n'est pas vécu comme, voilà, c'est un épisode historique parmi d'autres, avec tout. Actuellement, on parle beaucoup du marronnage, on a parlé de l'esclavage, on a parlé du visage. Voilà, il y a eu cet épisode. La pression n'est pas assez forte. Donc, cette commission dite de justice transitionnelle pour le solde de tout compte global et possiblement, les choses ne sont jamais parfaites, le plus exhaustif possible. En ne respectant pas forcément peut-être voilà, ce qui pourrait se faire dans la justice de droit commun. J'étais un peu long, pardon, Sébastien. Non, mais c'était très très bien, merci pour ces précisions, Laurent. Et je vois que Philippe Vital a également réagi. Je ne sais pas s'il souhaiterait prendre la parole. Il est présent ce soir. Un grand soutien à Philippe Vital. Oui, j'imagine. Donc c'est pour ça je profite pour lui donner la parole s'il le souhaite. Oui, mais non. D'accord. Très bien. En tout cas, merci d'être présent. Mais Madame Piron, vous avez redemandé la parole? Oui, j'écoute tout ça attentivement et j'ai écouté la personne qui parlait avant. Excusez-moi, j'ai oublié son nom. Monsieur Sermet? Laurent Sermet. Oui, Laurent voilà. Sermet. Et mais moi, ce qu'il faut savoir, j'ai envie de le dire parce que les Réunionnais sur l'île, je suis très présente sur les réseaux sociaux en fait, et je me rends compte que les Réunionnais certains ne comprennent pas pourquoi est-ce que par exemple l'action de la Fed, il y en a certains qui ne comprennent pas pourquoi, qui jalousent, je trouve ça vraiment, mais c'est hallucinant, qui jalousent le fait que nous réclamons, par exemple, nous avons réclamé, enfin pas moi, mais la Fed, c'est grâce à la Fed si on a pu avoir un billet d'avion par exemple. Bon, et bien il y a des Réunionnais qui sont là, ils abusent, ok, ils ont souffert, mais bon, un billet d'avion, c'est de la jalousie, mais c'est au secours. J'ai écouté ça, je me dis, mais est-ce qu'ils se mettent à la place des personnes qui ont vécu ce traumatisme? Il y a de la jalousie de la part des Réunionnais sur l'île qui ne comprennent pas et qui disent qu'on abuse un peu qu'on ait souffert, voilà.
Parce que moi, personnellement, c'est vrai que j'ai un avis tout à fait personnel là-dessus. Je me dis, ça serait tellement bien si on a un billet d'avion actuellement dont j'ai pu bénéficier, super. En fait, tous les 3 ans, si je ne me trompe pas, Valérie, c'est tous les 3 ans. Et je trouve que ça serait tellement une reconnaissance qu'on puisse y aller plus que tous les 3 ans, qu'on puisse y aller même à la limite tous les 2 ans ou tous les ans. Je ne pense pas que c'est quelque chose de trop fort qu'on demande, parce qu'on vieillit tous, nous vieillissons, nos familles vieillissent. Et je trouve que 3 ans d'attente pour retourner sur l'île, pour certains pour qui ça s'est bien passé, je ne parle pas de moi, je parle pour certains avec qui ça se passe bien, pourquoi attendre 3 ans? Waouh, quoi, il y en a qui sont dans des situations très précaires, donc c'est dur pour eux. Enfin, j'y pense de temps en temps, je me dis c'est compliqué. J'ai l'impression que vous avez en fait vous avez 2 champs de bataille, le champ de bataille en France et le champ de bataille de là-bas. Ça doit être, mais franchement, c'est bravo quoi, hein, pour tenir tout ça. C'est difficile, mais avec la foi, avec la conviction, on y arrive. Et c'est vrai que chaque victime qui témoigne met une pierre à l'édifice qui se solidifie tous les jours. Mais il y a aussi des fondations de cet édifice. Je ferai un hommage à Sudel Fuma qui est décédé, qui était historien et qui a été pour nous un personnage fort, très fort. Il a été un soutien mais extraordinaire. Dans ces fondations, il y a aussi Erika Barretsch qui a porté la résolution. Il y a quand même des personnages politiques. Et là, aujourd'hui, dans l'actualité, il y a cette équipe, Laurence Hermé, Marion Feldman, notre avocate, maître Elisabeth Rabessandratana, Philippe Vital, ces experts de la commission qui ont fait un travail mais extraordinaire, et on ne peut que les remercier pour ce qu'ils nous ont apporté. Et nous savons que nous pouvons encore compter sur eux, et nous en sommes vraiment ravis. Le fait aussi de témoigner, il faut que les victimes parlent de cette souffrance, parlent de ce ressenti. Il faut absolument qu'on arrive à nous réconcilier avec notre histoire, à nous réconcilier avec la Réunion, nous réconcilier avec les familles d'accueil. Il faut passer au-delà de la colère, de la haine. On n'est pas là pour chercher des coupables. On est là pour avancer tous ensemble, essayer de trouver des solutions pour nous apaiser déjà, pour retisser des liens, ça c'est important, et pour aussi aider aujourd'hui. Excusez-moi, pour aider sur les droits de l'enfant aujourd'hui en France, mais c'est égal à zéro. Au jour d'aujourd'hui, l'enfant en France, c'est de l'argent. C'est une marchandise. Donc, techniquement, c'est ce qui se passe. Puisque plus les départements placent d'enfants, plus ils ont de subventions. C'est le système de la subvention. Donc, c'est celui qui la génère qui en profite. Donc, autant vous dire que c'est du grand délire. Malheureusement, techniquement, c'est ça. Et ça ne devrait pas être ça. On est d'accord, oui, mais je sais. Là, dans la prochaine commémoration à Orly, il y aura donc Monsieur le ministre des Outre-mer, Adrien Taquet. Il faut qu'on avance, et qu'on... voilà, mais ça va prendre du temps. Parce que ce qui m'inquiète, excuse-moi Valérie, c'est qu'il faudrait pas, c'est pour ça que moi je reviens sur la base. La base, c'est d'abord, on a des mots et on a la même définition des mots. S'ils s'amusent à prétendre que pour vous, ce n'est pas du génocide, mais alors pour ce qu'on vit nous, ça ne sera jamais du génocide. Et autant vous dire qu'entre nous, moi je ne suis pas du tout d'accord. Donc, puisque je le qualifie déjà comme ça. Donc, il faut absolument se battre sur la définition des mots. Évidemment, il faut apaiser, machin et tout, mais ça ne sera apaisé que quand, juridiquement, vous serez connu dans l'ampleur de ce que vous avez subi comme des victimes et pas autre chose. C'est pas de la transplantation. Non, c'est du génocide. Oui, nous sommes des victimes, mais oui. il faut quand même savoir, c'est vrai que nous ne partons pas de rien.
on est quand même, là, aujourd'hui, arrivé haut, très haut. Je pense que ça y est, l'histoire, elle est sortie sous le tapis, avec nos témoignages, avec nos actions régulières, et nous en avons encore d'autres actions cette année. Il faut sensibiliser la population nationale, internationale. Et c'est ensemble qu'on y arrivera. Et bon, maintenant, il faut trouver les solutions, et c'est vrai que c'est pas simple. C'est pas simple. C'est un combat de tous les jours. Je vais donner la parole à Julien Vienne de l'Université de La Réunion. Il a levé la main. Oui, merci. Je suis l'un des coachs de l'équipe réunionnaise, justement. Et je voulais rebondir un peu à ce qu'avait pu dire M. Laurent Sermet, qui parlait justement de cette idée de pression médiatique autour de cette affaire-là. Et je ne sais pas, instinctivement, de mon point de vue de juriste, de jeune, de réunionnais, j'ai un peu ce sentiment que les institutions et toutes les personnes qui devraient prendre des mesures, elles ont un peu l'air de s'engager sur des mesures très bien sur le plan symbolique, des plaques, des commémorations et tout. Mais au final, c'est des mesures assez circonscrites et qui engagent très peu. Les plaques seront vues que par les personnes qui passeront devant. Les commémorations, elles dureront 2 heures, 3 heures. Et passé ce temps-là, il n'y aura plus rien. Et au final, on dirait qu'ils misent un peu à satisfaire les personnes intéressées qui, certes, vieillissent et vont peut-être se fatiguer, se lasser, et espérer que ça ne se diffuse pas plus au niveau générationnel. Puisque, en tant que jeune, je pense que, allez, j'ai moins de 30 ans, mais je pense que je fais partie des dernières tranches de la génération, à savoir ce qui s'est vraiment passé au niveau de cette histoire-là. Aller demander à des jeunes de 15, de 10 ans, ils ne sauront pas. Donc, je pense qu'il y a vraiment un énorme travail de Madame Pierron parlait d'une certaine jalousie vis-à-vis des Réunionnais qui disaient que peut-être les enfants de la Creuse avaient quand même bien profité de leur situation, ceci, cela. C'est peut-être justement parce qu'ils ne savent pas ce qui s'est vraiment passé. Les jeunes, les Réunionnais en général, arrivent à s'émouvoir du marronnage, de l'esclavage, tout simplement parce qu'ils savent maintenant, concrètement, tout ce qu'avaient dû subir leurs ancêtres et tout ça. Je pense que vraiment, il y a un travail d'information et de pédagogie et de vraiment transmission d'informations au niveau de ceux qui comptent, c'est-à-dire les jeunes, la nouvelle génération, parce que c'est eux maintenant qui peuvent mener les combats. Il y a un débat sur le génocide, tout ça. Au fond, les qualifications, elles apportent peu. C'est vraiment le combat en lui-même. Le combat de le transmettre et de le transmettre aux générations. Qu'importe si c'est un génocide et tout, les faits, ils restent les mêmes. Qu'importe la qualification, le poids, les valeurs qui sont derrière tous ces combats, ils n'ont pas forcément de mots, ils n'ont pas forcément d'étiquette. Je pense, voilà, il faudrait vraiment déplacer le combat vers les jeunes, parce que c'est eux, maintenant, qui pourront mener le combat aujourd'hui, demain, et faire en sorte que le combat ne s'épuise pas. Tout à fait. Donc, je vais rebondir. Il faut savoir que dans nos objectifs, il y a notre histoire va rentrer dans les manuels scolaires. C'est déjà parti à La Réunion, des fiches pédagogiques qui ont été mises en place par les experts de la Commission nationale. Je pense que ça va être mis en place sous peu. Mais ce que l'on veut au niveau de la fédération, c'est que ça ne soit pas local. Il faut absolument que cette histoire rentre dans les manuels scolaires sur le plan national. C'est une histoire de France, une histoire de La Réunion, c'est une histoire française. Donc ça, c'est en cours. C'est en cours. C'est pour ça que les jeunes vont étudier l'histoire au travers de ces fiches pédagogiques déjà à La Réunion. Oui, ça c'est très bien. Ça. Je dirais, ce que vous disiez est très juste. Le devoir de mémoire ne s'inscrit pas uniquement pour les victimes actuelles, il s'inscrit aussi pour les générations futures. Et comme vous le disiez, vous êtes peut-être la dernière à connaître des personnes qui ont vécu ce traumatisme, donc c'est particulièrement important que ça puisse se suivre. Et je vois dans les petites vignettes que l'avocate de la fédération est présente. Je ne sais pas si elle souhaite prendre la parole. C'est avec grand plaisir que je vous la donne, maître. Parce que vous avez de potentiels futurs confrères devant vous et qui travaillent un petit peu sur les mêmes sujets. Donc je ne sais pas si vous souhaitez intervenir, mais ça sera avec grand plaisir. Alors, il faut connecter votre micro simplement. Notre avocate, elle a toujours des petits soucis par rapport à la connexion. C'est vrai que aussi, le temps qu'elle se connecte, je dirais qu'on intervient dans les collèges et les lycées.
Il faut savoir, hein, autant à La Réunion qu'en métropole. Prochainement, nous allons aller à Grenoble. D'accord. Nous allons intervenir à Grenoble dans les collèges et les lycées. Ça fait déjà depuis longtemps. Hein. On est allé aussi à Aix-en-Provence, en université, en présence de Philippe Vital. Donc, on tient beaucoup. Voilà. On vous voit, maître. Oui, vous me voyez, bon, c'est très bien. Alors oui, d'abord je salue tout le monde et je remercie les organisateurs de cette manifestation et surtout du concours René Cassin d'avoir choisi ce thème qui est loin d'être anodin et qui, je pense, est très utile parce que nous sortons avec de la justice traditionnelle. Et là, nous voyons bien les limites de cette justice traditionnelle. Et nous voyons aussi que la seule façon de trouver des issues, parce qu'il y a des issues, simplement il faut les imaginer, la seule façon est effectivement une façon globale. Parce que 50 ans après, les gens des deux côtés, les familles réunionnaises, les enfants, je continue à les appeler les enfants, du côté de ces 83 départements, ont poursuivi leur vie. Avec le lot de souffrance, le lot de drame, le lot mêlé à des réussites, mais les situations ont évolué et comment pouvez-vous restituer des droits 50 ans après? Je prends un exemple très simple, parce que une minorité de ces enfants ont été adoptés. Il ne faut pas s'imaginer ou rêver, non. Les adoptions sont venues avec justement des bébés et des enfants qui sont partis 3 mois, 1 an, 2 ans. Enfin, c'est déjà en soi très difficile d'imaginer ça. Mais vous avez toute une série de situations de pupilles où en fait les gens ont conservé leur filiation d'origine. Ils ont été placés en famille d'accueil ou en foyer, ont travaillé en formation professionnelle ou en apprentissage, etc. Donc ces gens-là n'ont pas du tout perdu leurs droits, par exemple au titre du foncier, au titre de l'héritage, à La Réunion. Ils ont conservé leur filiation. Sauf qu'à La Réunion, la vie s'est installée, la vie a continué. Dans une famille de 7 enfants ou de 12 enfants, vous en aviez 3, 4 qui partaient, entre guillemets, en métropole. Mais les autres enfants se sont installés sur ces fonciers qui, à l'époque, étaient des cases ou des petites parcelles, mais qui aujourd'hui, évidemment, avec l'urbanisation, avec le développement formidable économique de cette île, représentent un certain nombre de valeurs. Et ça, bon, c'est peut-être très pragmatique ce que je vous dis, mais ça perturbe aussi la reprise du lien. Vous avez des tas de situations non dites depuis qui se sont créées, des peurs du côté des familles réunionnaises, parce que effectivement on se dit mais ils reviennent, mais pour quelles raisons, quelles intentions? Voilà. Donc ces solutions-là, vous comprenez bien que ça ne peut pas être réglé d'une manière individuelle. Il y a 2 tribunaux judiciaires à La Réunion, il y a Saint-Pierre et il y a Saint-Denis, il est évident que sous cet angle-là, c'est un exemple précis que je prends, mais qui, je pense, est parlant, la restitution des droits, comment faire. Il ne peut y avoir que des solutions globales. C'est là où la Commission a tout un travail à faire, un travail juridique, que ce travail doit être fait avec également des notaires, et que l'on doit trouver une manière de résoudre ce type de conflit que l'on va retrouver systématiquement. De même au niveau des états civils. L'état civil des individus, là, il y a aussi des problèmes sur l'intangibilité d'état civil, et là aussi, il va falloir le régler
Et cette commission devra réfléchir et trouver les propres moyens de régler ce problème, comme le problème d'accès aux origines, bien entendu pour ceux qui le souhaitent. Hein. Mais voilà, donc si vous voulez, je voulais un petit peu vous expliquer d'une manière pragmatique, enfin professionnelle, puisque j'exerce cette profession depuis plus de 40 ans maintenant, comment il fallait passer par une stratégie globale pour résoudre les problèmes individuels. Et c'est la force de la Fed. La Fed a compris, et ses adhérents ont compris, que pour arriver effectivement à solutionner leurs problèmes de clientes et de la vie de tous les jours, c'est dans ce sens-là que je parle du problème de la vie de tous les jours, eh bien, il fallait des solutions globales d'accompagnement et en fait c'est aussi ce que je fais moi dans le cadre de la justice transitionnelle lorsque je représente des victimes auprès de la Cour pénale internationale. Puisque là, évidemment, nous raisonnons en crimes de masse et en victimes de masse. Et il faut bien trouver des solutions concrètes qui passent obligatoirement par des analyses globales. Donc voilà, c'est tout un espace à défricher. C'est quelque chose de tout à fait innovant parce qu'en droit interne, bien sûr, nos esprits ne sont pas du tout habitués à raisonner de cette manière. Mais c'est la raison pour laquelle nous avons proposé cette stratégie juridique avec Laurence Sermet et avec les experts pour continuer le travail formidable qui a été fait par cette commission. Cette commission, elle a établi des faits, elle a établi une vérité et je pense que plus jamais personne aujourd'hui pourra aller dans le déni et pourra tenir des arguments en disant mais non, vous exagérez, est-ce que vous croyez que mais non, c'est pas possible, c'est pas vrai, etc. C'est pas possible. Maintenant, ce travail-là, en quelque sorte, a été fait et on ne peut pas revenir en arrière. Et maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Merci beaucoup, Maître. Merci. On va arriver au terme de cette conférence. Vous voulez ajouter quelque chose, Madame Andanson ? Oui, juste dire que nous sommes une mémoire vivante. Oui. Tout simplement. Et que notre histoire est rentrée dans l'histoire de France jusqu'à l'Assemblée nationale. Notre histoire est dans l'histoire de l'Assemblée nationale. Nous avançons et nous sommes ravis d'avoir participé à ces échanges et merci à vous. Merci à vous, Madame. Avant qu'on se quitte, vous avez présenté une petite demande, c'est de passer un clip qui a été réalisé par la compagnie Tract et qui est tiré d'une comédie musicale, Nous les pas esclaves. Et le titre de la chanson que nous allons entendre, c'est Déraciné. Je crois que ça représente à peu près la synthèse de tout ce que nous avons pu vivre ce soir grâce à vous et grâce à tous ceux qui sont intervenus. Je tiens très sincèrement à vous remercier au nom de la Fondation René Cassin pour avoir accepté de témoigner. Je remercie également tous ceux qui ont pris la parole ce soir, qui ont permis de comprendre et d'éclairer un peu la situation de ces enfants de la Creuse. Je crois que pour beaucoup d'étudiants, ça a permis véritablement de mettre du concret derrière ce cas pratique très fictif, mais qui ne l'est pas tant que ça en réalité. Pas du tout. En grand merci à vous. Et je ne partirai pas sans remercier également le staff de la Fondation René Cassin qui a participé à l'organisation de cette conférence, Madame Evangelia Vasalou, bien entendu, et également Mathilde et Audrey, nos deux stagiaires qui ont activement coopéré à l'organisation de cette manifestation. Donc on va laisser partir le clip si tout fonctionne correctement. Je pense que... Yélé, yélé, yélé. Yeah. Dans le bois sous tôle, nous l'été misère. Dans le lampe pétrole, tu fais la lumière. Moment pour fait cuire de riz. À nous entrer, nous décasse les cuits. Mité adore, je qui s'arrête. Mon tissé dehors, la pose des canettes. Comment nous l'été content, à nous dans l'amusement. Dans le fond la ravine, pour savoir de l'eau, nettoie la cuisine, avec brosse coco, oui ça même mon mission, mon éveil, mon éducation. Nous l'été nombreux, la vie t'étire, mais il était inquiet pour nous fétir. Mais nous t'es pas mal erré, malgré la point mangé, oh qu'il est mon racine.
Moi enfant la Réunion, quelques soleil pète dehors, Ali même mon Zala et la Mimazine. Mon île la Réunion, son paysage est bien joli, oui mi Mali, au qu'il est mon racine. Moi enfant la Réunion, quelques soleil pète dehors, Ali même mon Zala et la Mimazine. Mon île la Réunion, son paysage est bien joli, oui mi Mali. Moi enfant la Réunion, quelques soleil pète dehors, Ali même mon Zala et la Mimazine. Mon île la Réunion, son paysage est bien joli, oui mi Mali, donc il est mon racine. Moi enfant la Réunion, quelques soleil pète dehors, Ali même mon Zala et la Mimazine. Mon île la Réunion, son paysage est bien joli, oui, mi Mali. Déraciné, ah ah, ah ah, déraciné, ah ah, ah ah, déraciné, ah ah, ah ah, déraciné, ah ah. Décision l'État, ramène Marmaille en métropole, loin de la famille, ça l'est délicat. Ça peut Marmaille apprendre l'école. Dans l'avion déjà, le voyage est long. Dans quel trou de bébête nous ça va, hein? Dis-moi. M'y arrive en place, la coque. Mon corps il glace, mon figure il moque. Affole pas, la peau qu'on finit. Écoutez, ben, à cause d'un personne à t'es là. Où ça te t'y emmène à nous? Hein? Dans le couvent, divisé, bonne parent l'a fini arrivé. Il dit à moi, bienvenue, m'y sera chez moi, m'y sera pas déçu. M'y rentre dans la case, m'y suivre les règles. Mon bourgeoise, papa les aigles. M'y dit pas rien, m'y fait moins tout petit. Même un bain, moi l'a pas pris. Comme il est sale, il sera pas à table. Hein. Bonne propos raciale, sali incroyable. Oh qu'il est mon racine, moi enfant la Réunion. Moi on a l'impression le soleil dort, la chance le décor et la Mimazine. Mon île la Réunion, je ferai tout pour trouver à où. On manque à moi beaucoup, oh qu'il est mon racine. Moi enfant la Réunion, moi on a l'impression le soleil dort, la chance le décor et la Mimazine. Mon île la Réunion, il ferait tout pour trouver à où. Manque à moi, l'ami devient fou. Oh qu'il est mon racine, 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 oh qu'il est mon racine.